Merci pour l'invitation. Donc, c'est à moi d'ouvrir le bal. Ma première intervention va concerner la gestion des données à caractère personnel. Et puis, puisque c'est quand même aussi votre futur cœur d'activité, ou votre cœur d'activité pour certains, je vais faire un développement vers la question de la responsabilité des acteurs de l'entreprise par rapport au traitement des données à caractère personnel. Donc, de quoi on parle quand on parle de données ? On parle de ce qu'on appelle un bien immatériel. Donc, je vais tout de suite vous donner des éléments de vocabulaire qui va vous différencier des autres. C'est qu'une donnée, ça n'a pas de propriétaire. On n'est pas propriétaire de données. Et une donnée, ça ne se vole pas. Parce que la donnée est un bien immatériel et voler, c'est pour les biens matériels. Donc, quand vous entendez parler de vol de données, vous savez que c'est quelqu'un qui ne connaît pas, qui parle. Donc, ensuite, la donnée, c'est de l'information, c'est des éléments d'information. Et en fait, il n'y a pas de régime juridique général de la donnée. En fait, selon la catégorie de données qui est considérée, vous allez avoir des régimes juridiques différents. Par exemple, dès le moment où cette donnée, c'est le produit de l'esprit humain dans le domaine littéraire et artistique, ça devient une œuvre et c'est protégé par le droit d'auteur. Pour les données qui sont relatives à une personne physique, et je reviendrai sur ces définitions-là plus tard, c'est des données qu'on va appeler à caractère personnel et elles seront gérées par un droit particulier dont je vais vous parler tout de suite après, qui s'appelle le droit des données à caractère personnel. Et puis sinon, pour d'autres données de type économique, vous avez le secret des affaires, dont vous avez dû entendre parler, et ainsi de suite. Donc vous voyez, il n'y a pas de droit uniforme de la donnée, il y a des régimes de régulation qui dépendent du type de données et du modèle économique que l'on en fait. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle les données à caractère personnel, qui sont dont la protection par la loi provient donc de la création de lois spécifiques pour ça, les lois qu'on appellera génériquement informatique et liberté, qui ont été créées dans le milieu fin des années 70 face au mésusage des données à caractère personnel par les États au cours de la première moitié du XXe siècle. Autrement dit, les fichiers de personnes qu'on allait rafler, mettre dans des trains et mettre à mort. Donc ça a laissé des mauvais souvenirs, on peut le comprendre. Et donc, dès le moment où l'État a commencé à développer l'informatisation des citoyens, il y a un certain nombre de personnes qui se sont en France élevées contre ça en disant « Hop, attendez, on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut encadrer ça par la loi ». Et de ce fait, une loi ne marche que si on la fait respecter. Et la question, c'était comment est-ce qu'on fait respecter une loi qui est censée surveiller l'État? Si c'est un département du ministère qui surveille l'État, on va dire non, c'est pas correct, ça ne marche pas. Alors, on a mis en place ce qu'on appelle une autorité administrative indépendante. Une autorité administrative indépendante, c'est justement quelque chose qui fait respecter la loi, mais qui est censé être indépendant de l'État, qui éventuellement peut sanctionner l'État. Et donc en France, cette autorité administrative indépendante, c'est la CNIL, Commission nationale informatique et liberté. Et dans cette commission, il y a des commissaires, c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis parce qu'avec 18 commissaires, on ne va pas faire grand-chose, il y a aussi plus de 200 personnels qui vont réaliser les missions de la CNIL, dont je vais vous parler juste après. Pour vous donner un ordre d'idée de quoi on parle, il y a des lois qui sont relativement banales. La loi informatique et liberté, tout de suite, elle pose le niveau. Vous voyez l'article 1. L'informatique doit être au service de chaque citoyen. Son développement doit s'opérer dans le cadre de la coopération internationale. Elle ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Ça a été écrit en 1974-78. C'est quand même relativement visionnaire par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, est apparue ensuite une mention qui dit « Toute personne dispose du droit de décider et de contrôler les usages qui sont faits des données à caractère personnel la concernant, dans les conditions fixées par la présente loi. » En fait, l'idée, c'est que dès le moment où un traitement de données manipule des données à caractère personnel, il y a une responsabilité qui va peser sur la personne qui manipule ces données parce qu'il y a des droits qui sont garantis par la loi aux personnes qui sont concernées par les données en question. Donc, par rapport à cette loi, en gros, que fait la CNIL? Il y a 4 grandes fonctions d'une autorité de protection des données comme la CNIL.
Dans certains cas, le traitement ne peut pas être mis en œuvre, ou pardon, j'enlève ça, le traitement ne peut pas être mis en œuvre sans l'autorisation de l'autorité de protection. Ça a beaucoup diminué. Au début, c'était ça. La CNIL devait tout autoriser. Donc, vous imaginez le goulot d'étranglement que ça a pu représenter. Ensuite, une loi, ça marche bien que si on vérifie que les gens l'appliquent. Hein. On va aller toc-toc, on va sonner chez les gens, puis on va regarder ce qu'ils font avec les données à caractère personnel. Et puis, il y a différents modes de remédiation, mais si ça ne va pas, ben, on peut sanctionner de façon importante, avec en particulier, par exemple, des amendes pécuniaires publiques. Il y a eu des exemples récents de ce que la CNIL pouvait dire en la matière. Et puis, le conseil, parce que ça, c'est très important. La CNIL n'est pas là que pour taper. La CNIL marche sur deux jambes, comme on aime à le dire, et donc il y a une mission de conseil, c'est-à-dire que si vous avez un projet de traitement de données à caractère personnel qui est un peu innovant et vous ne savez pas trop si c'est légal, pas légal, etc., ben là aussi c'est vous qui frappez à la porte de la CNIL pour demander, et puis les services vont se pencher sur la question pour essayer d'aider l'entreprise à mettre en œuvre son traitement innovant, mais dans le respect de la loi informatique et liberté. Alors maintenant, on parle de données à caractère personnel, c'est quoi? C'est facile, il suffit de reprendre la loi, le RGPD qui le dit. En fait, est une donnée à caractère personnel toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Hein, donc ce n'est pas des données d'entreprise, c'est des données de personnes. Et donc est réputée être une personne physique identifiable, une personne physique qui peut être identifiée, ok. Directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant tel qu'un nom, ça marche, un numéro d'identification, donc ça veut dire qu'une donnée à caractère personnel, c'est une plaque d'immatriculation, c'est un numéro de téléphone, ça peut être une adresse IP, des données de localisation, la trace de géolocalisation de votre ordiphone, un identifiant en ligne, votre pseudo sur tel ou tel réseau social. Et puis donc des éléments spécifiques propres à son identité physique, hein, couleur des yeux, taille, couleur de la peau, des cheveux, physiologiques, toutes les données de santé, génétique, évidemment, le code ADN, psychique, parce qu'effectivement l'état de la personne c'est aussi une donnée, et on le verra, une donnée très, très sensible, des éléments économiques, combien elle gagne, quelle est la marque de sa maison, de sa voiture, etc., culturel, social, etc. En plus, donc ça c'est le cadre général de ce que c'est qu'une donnée à caractère personnel, vous voyez c'est très large. Et puis justement parce que l'histoire a eu quelques errements extrêmement désagréables, il y a des catégories de données dont la protection est encore plus renforcée que la donnée à caractère personnel standard. C'est ce qu'on appelle les données sensibles, avec un article 9 qui dit comme ça, le traitement des données à caractère personnel, donc quelles sont les données sensibles, qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique, ça c'est la reconnaissance faciale par exemple, des données concernant la santé ou la vie sexuelle ou l'orientation, sont interdites. Donc par définition, il y a un principe d'interdiction du traitement de ces données-là, sauf cas extrême. Bien sûr, on ne va pas interdire aux hôpitaux de gérer les données médicales des patients, on ne va pas interdire à une association religieuse de traiter les données de ses membres, mais il va y avoir un contrôle beaucoup plus strict dès le moment où la donnée rentre dans cette catégorie. Donc en particulier, les bracelets connectés qui vous disent votre rythme cardiaque, machin, etc., et qui envoient tout ça aux États-Unis sur un serveur, données de santé, données sensibles, et on va renforcer le contrôle sur ces données-là, et donc le responsable de traitement devra prendre des garanties supérieures au traitement de données qui échappent à cette catégorie. Alors maintenant, qu'est-ce qui donne le droit de traiter des données à caractère personnel ? Eh bien, il faut que le traitement soit licite, et pour que le traitement soit licite, eh bien, il faut qu'un certain nombre de critères soient remplis. Sinon, vous n'êtes pas en conformité avec la loi. Donc d'abord, il faut que le traitement ait une finalité. Et cette finalité, donc, ça veut dire pourquoi vous allez traiter les données. Si vous dites « Oh, je ne sais pas, on est une start-up, on collecte les données de tout le monde et puis on verra ce qu'on fait plus tard », c'est non. Parce que la finalité, elle doit être déterminée, ça veut dire que dès l'origine, vous devez savoir pourquoi vous les collectez. Explicite, ça veut dire que vous devez informer les personnes de pourquoi vous les collectez. Et légitime,
c'est parce qu'effectivement, il faut aussi que l'objectif visé soit conforme avec la loi. Si vous dites je veux de façon déterminée collecter les identités de tous les gens qui ont les yeux bleus et je vais leur dire pour les tuer après, vous voyez, c'est déterminé, c'est explicite, mais ce n'est pas légitime. Ça ramènera à la question de la base légale plus tard. Pour traiter des données, il faut qu'il y ait un responsable de traitement. C'est-à-dire, c'est pas, oh, ben, je sais pas, ben, c'est lui qui collectait les données, mais en fait, non, c'était lui. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable et qui prenne l'engagement devant la loi et devant les personnes que c'est lui qui va traiter et prendre soin des données concernées. Il n'y a pas de dilution de responsabilité. C'est un responsable de traitement qui doit être clairement identifié dès le début. Éventuellement, il y a un destinataire des données, parce que les données elles peuvent être collectées par quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Par exemple, dans les radars, c'est une société privée qui prend les numéros des plaques d'immatriculation et qui envoie ça au service des amendes de l'État. Donc vous voyez, le destinataire des données, ce n'est pas le responsable de traitement. Un point important sur lequel les gens malheureusement achoppent, les durées de conservation. Une donnée à caractère personnel, elle doit toujours être collectée pour une durée fixée à l'avance. Ça peut être 2 ans, ça peut être 3 ans, ça peut être 2 semaines, ça peut être 90 ans, comme dans certaines données d'archives, de médicales et autres, mais il faut qu'il y ait une durée qui soit explicite. Et en fait, d'ailleurs, une bonne politique de gestion de la donnée, mes collègues en parleront, c'est qu'une donnée, elle est collectée, elle vit, et il faut savoir la faire mourir. Parce que de toute façon, ça ne sert à rien de collecter des données, les données se périment, et donc il n'y a pas d'intérêt à conserver des données, sinon mettre en danger les personnes. Les mesures de sécurité, bien évidemment, quand vous collectez des données sur les gens, vous n'allez pas mettre tout ça en accès libre sur le web. Malheureusement, si vous regardez un certain nombre de sanctions de la CNIL, c'est ce qui arrive parfois, donc c'est désagréable, mais vous voyez comment ça finit, mal. Donc il ne faut pas. Il faut mettre en partie vos moyens vers la vérification que les données sont gérées de façon sûre. Et puis, donc, comme les personnes, on a vu, ont des droits, il faut que vous permettiez l'exercice de ces droits. Il faut que la personne sache à qui s'adresser, donc il faut que vous l'informiez, il faut qu'elle ait un droit d'accès, un droit de rectification aux données si elles sont inexactes, voire même, dans certains cas, elle a le droit de s'opposer au traitement. Alors, ça ne marche pas partout, hein, désolé, mais les impôts, si vous leur dites « non, non, vous n'avez pas le droit de collecter mes données, je m'y oppose », ils vont vous dire « bah non, là, c'est la loi qui nous l'impose ». Et puis donc, effectivement, quand il y a des contrôles des autorités de contrôle, on va vérifier que tout ça a été bien coché. Et c'est s'il y a des problèmes, parce que les mesures n'ont pas été prises à l'avance de façon efficace, qu'il peut y avoir un risque de sanction par l'autorité de protection des données. Alors quand on parle de base légale, de raison pour laquelle on collecte des données, là aussi je vous ramène à l'article du RGPD qui va bien, il y en a 6. En gros, celle qui intéresse le secteur privé, ça va être le consentement. Il faut que les gens aient donné explicitement leur accord. Il faut que vous puissiez faire la preuve que vous avez bien recueilli de façon légale le consentement. Un consentement, ça veut dire que ça doit être un acte positif de la personne. Les cases précochées, ça ne marche pas. On peut en parler par rapport à l'actualité récente. Voilà. La nécessité pour l'exécution d'un contrat, si vous voulez vous faire livrer un lave-vaisselle et que vous dites au livreur « ah ben non, je ne veux pas vous donner mon adresse », le livreur va dire « si vous voulez que j'exécute le contrat, il va bien falloir me donner votre adresse ». Et puis, aussi, donc, les intérêts légitimes. Je saute, alors la sauvegarde des intérêts vitaux, vous avez bien compris, quand vous avez quelqu'un en train d'agoniser par terre, si vous voulez récupérer son groupe sanguin pour lui faire une transfusion, vous n'allez pas lui demander son consentement s'il est en train de mourir. Donc, vous voyez, mais parce que si les médecins le faisaient sans qu'il y ait cet article de loi, ils seraient dans l'illégalité à traiter les données de santé d'une personne sans son consentement. Mais heureusement, la loi a mis en place la sauvegarde des intérêts vitaux, pour que justement les médecins soient au clair pour essayer de sauver les gens. C'est bien, c'est pas mal. Voilà, et donc l'intérêt légitime, dans certains cas, il y a quelqu'un qui va pouvoir traiter vos données sans votre consentement. On peut penser particulier aux filtres anti-spam, qui lisent vos courriels sans que vous leur ayez donné le consentement, mais c'est pour vous protéger. Donc, quand un filtre anti-spam va lire les données de quelqu'un pour les sécuriser vis-à-vis de quelqu'un d'autre, il n'a pas demandé le consentement, ce n'est pas un contrat parce que vous n'avez pas passé de contrat avec votre fournisseur d'accès Internet, mais c'est l'intérêt légitime de tout le monde que ça marche bien si vos données ne sont pas réutilisées pour autre chose.
Si la personne qui prétend lire vos courriels pour faire de l'anti-spam s'en sert pour faire de la pub, on est dans le détournement de finalité, et là aussi ça risque de mal se passer. Donc voilà, vous avez entendu parler du RGPD. Alors, les gens qui disent « oulala, il va falloir se mettre en conformité avec le RGPD », je vous rassure, respirez bien, ça fait 40 ans que vous étiez en violation de la loi informatique et liberté. Donc, voilà, vous pouvez prendre un peu plus de temps, mais pas beaucoup, parce que de toute façon, un jour, on se fait attraper. Donc, quelle est l'idée du RGPD? Je vais passer rapidement. Au départ, il fallait que l'autorité autorise tout. Maintenant, c'est un régime un peu plus de liberté, c'est-à-dire que les gens vont pouvoir dire qu'ils font des traitements de données à caractère personnel et il y aura un contrôle a posteriori, ce qu'on appelle un régime répressif, c'est-à-dire qu'on n'interdit rien mais on réprime a posteriori, sauf dans des domaines extrêmement sensibles comme la santé. Un cadre harmonisé au niveau de l'Union européenne, le but c'est de faire collaborer ensemble les autorités de protection européennes, vous allez commencer à en entendre parler, et puis aussi avec cette application extraterritoriale qui fait que en fait, la protection de la loi s'applique à toute personne sur le territoire de l'Union européenne, y compris vis-à-vis donc d'entreprises qui fournissent un service qui, elles, sont situées en dehors de l'espace européen. Donc si une entreprise veut faire du business avec des Européens, elle doit respecter la loi européenne, même si l'entreprise est en dehors du territoire de l'Union européenne. C'est ce que dit le RGPD. Voilà, on renforce le consentement par rapport aux anciennes lois, c'est beaucoup plus explicite. La portabilité, j'en parle pas. Le fait qu'il faut réfléchir dès le début à protéger la vie privée des gens quand on conçoit des logiciels ou des traitements, ça va sans dire, mais finalement ça va mieux en le disant. Et puis, si jamais il y a des fuites, avant, il y avait des responsables de traitement qui disaient « bon, on va cacher le caca du chat sous le tapis et puis on espère qu'on ne se fait pas attraper ». Là, maintenant, c'est plus légal quand il y a une violation de données à caractère personnel qui est importante. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il faut notifier l'organisme de protection des données. Ça devient une obligation. Et pour un certain nombre d'acteurs, il faut une personne qui supervise les traitements, ce qu'on appelle le délégué à la protection des données, qui est une personne qui a pour rôle d'être le gardien de la donnée au sein de l'entreprise ou de l'administration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour un responsable de traitement? Vous, en entreprise, qui gérez des données à caractère personnel. Il faut que tous les traitements soient identifiés et déclarés dans un registre des traitements. C'est-à-dire que quand l'autorité de contrôle arrive, il faut lui montrer le registre des traitements. Et si elle trouve un traitement qui n'est pas dans le registre, ça ne va pas bien se passer. Si le traitement est un peu corrosif, un peu dangereux, il faut, avant de le mettre en œuvre, réfléchir à ce qu'on fait. Ça s'appelle une analyse d'impact sur la protection des données. Je ne vais pas détailler. Quand vous recueillez le consentement des gens, faut prouver que vous l'avez valablement recueilli. Ce n'est pas évident, mais c'est pour ça qu'il faut faire les choses correctement. Il faut bien informer les personnes de leurs droits. Il faut bien mettre en place les procédures pour l'exercice des droits. Si vous dites « vous avez le droit d'écrire à telle adresse » et que personne ne répond, ça n'ira pas non plus. Gérer le contrat avec les sous-traitants. Il y a eu des décisions récentes de la CNIL qui ont attaqué un responsable de traitement alors que c'était le sous-traitant qui avait fait une bêtise. Et en fait, non, il faut rendre le sous-traitant directement comptable de ce qui se passe. Donc ça suppose une vigilance plus importante du responsable de traitement vis-à-vis des sous-traitants avec lesquels il travaille. Quand les données partent en dehors de l'Union européenne, il faut faire très attention. Le délégué à la protection des données, j'en ai parlé. Et les violations de données, j'en ai parlé aussi. Je ne veux pas prendre trop de temps. Donc ça, je vais passer derrière. Et je vais venir donc sur ce qui vous concerne, le numérique et les entreprises. Donc, en gros, clairement, maintenant, toutes les entreprises sont confrontées à la transformation numérique. D'abord parce que pour certaines, ça conduit à un changement de modèle économique massif. Il y a des entreprises, par exemple la Poste, avant, elle livrait du papier. Maintenant que le papier est en train de disparaître, la Poste est en train de devoir changer radicalement son modèle d'affaires et c'est pour ça que vous la voyez plutôt faire du service à la personne puisqu'elle a des agents qui maillent le territoire et auxquels les gens font confiance. C'est une valeur pour l'entreprise, il ne faut pas le détruire et donc la Poste, du fait de la révolution numérique, modifie complètement son modèle d'affaires. Il y a les agrégateurs, pensez aux agrégateurs qui permettent de louer des chambres. Toutes les chaînes hôtelières sont masquées par des agrégateurs qui arrivent et qui captent la valeur. Passage de la propriété au service, c'est l'ubérisation en général, etc. Donc vous voyez, les entreprises déjà, elles sont percutées parce que parfois leur modèle d'affaires est complètement remis en cause. Ensuite, par la transformation des processus, regardez, dans un supermarché, maintenant on demande aux gens de passer eux-mêmes les articles en caisse, voire de prendre la douchette. Donc clairement, il y a un changement des rôles.
Et puis la transformation des outils qui fait qu'avant, des trucs papier qui ne quittaient pas le bureau de la secrétaire, maintenant ils sont sur un disque dur et si on fait une fausse manip, ils sont sur l'Internet. Et donc effectivement, tout ça montre que ces aspects, l'informatique, ce n'est pas de la plomberie qu'on confie à un prestataire. Ça veut dire que pour l'entreprise, la donnée, c'est un élément stratégique du pilotage de l'entreprise. Et donc, c'est au niveau de la direction générale de l'entreprise que les décisions système d'information doivent être prises. Hein, on va le dire. On va le dire. Et donc, effectivement, avec justement des fonctions transversales qui émergent, on entend parler dans certaines boîtes de Chief Data Officer, en fait, de responsable de la donnée, mais pour expliquer que gérer la donnée, c'est un poste de management à temps plein. Et comme je l'ai dit, en plus, il y a une fonction support qui est le délégué, enfin il n'est pas seulement support, mais il est aussi pilotage, mais le délégué à la protection des données qui vérifie que dans les process de l'entreprise, ça se passe bien et qui peut conseiller en amont par rapport à l'évolution. Et donc effectivement, là où j'en viens, c'est que la gestion des données, c'est l'affaire de tous, et donc c'est plus simplement du ressort de la fonction informatique, et l'ensemble des personnels doit être sensibilisé, doit être formé aux enjeux juridiques et techniques de la gestion de la donnée, de la gestion de l'information, ce que j'appelle une hygiène numérique. Hein. Oh, je trouve la jolie clé USB par terre, ben non, je ne la mets pas sur mon ordinateur. C'est pas bien. C'est pas bien, non pas parce que vous pourriez voir les trucs des autres, mais parce que dessus, il peut y avoir un virus, il peut y avoir des tas de choses qu'on a mis exprès pour que vous le ramassiez. Il y a plein de trucs, de règles d'hygiène numérique qu'il faut apprendre, et sur le traitement des données à caractère personnel en particulier. Donc clairement, la fonction informatique joue un rôle central, mais il faut maintenant voir la gestion de la donnée et de l'information comme une fonction transversale qui impacte l'ensemble des secteurs de l'entreprise. Voilà, j'en termine ici. Donc les enjeux pour l'entreprise, vous l'avez compris, c'est le respect des obligations légales, sinon après c'est pas bien, ne serait-ce qu'en termes d'image, mais après ça peut encore être encore moins bien. Ce qui impose donc de mettre en œuvre une politique de gestion de la donnée, données à caractère personnel, mais pas que, et c'est là-dessus où je passe la main à mes collègues de table. Donc je vais vous faire cette présentation dans le cadre de CyberEdu. Donc la formation, comme disait Madame Burgala, a été labellisé récemment CyberEdu. Donc on va voir rapidement pendant la présentation en quoi consiste CyberEdu, et puis on va voir des contenus qui vont vous sensibiliser un petit peu sur les besoins de sécurité et le besoin que ce ne soit pas une priorité de l'informatique ou du service informatique, mais bien comme le disait François Pellegrini, un besoin managérial qui impacte l'ensemble des activités de l'entreprise. Donc d'abord, je voudrais remercier Mme Burgala pour son invitation pour cette conférence. Donc quelques incidents remarquables que j'aime bien citer, celle qui est assez remarquable, qui est celle de TV5 Monde. TV5 Monde, donc vous avez un outil de production de l'image, donc audiovisuelle, de télévision qui est mondial et qui est impacté à cause d'une manipulation sur Twitter. Alors cela est possible parce qu'il y avait une absence totale de politique de sécurité des systèmes d'information, donc pas de management de la sécurité de l'information dans la structure de TV5 Monde, pas de culture de sécurité des employés de TV5 Monde et pas de cloisonnement entre les usages. Donc on n'utilise pas un compte Twitter personnel pour faire de la communication d'entreprise. Stuxnet, qui est, vous pouvez vous documenter sur Internet à propos de Stuxnet, qui est une attaque remarquable et qui a nécessité des besoins étatiques. Je ne rentrerai pas dans les détails. Simplement, on remarque à nouveau qu'avec profusion de moyens de deux États assez pointus en termes de pénétration de systèmes d'information, il a fallu simplement l'utilisation d'une simple clé USB pour dérégler les automates des centrifugeuses d'enrichissement d'uranium de l'Iran qui sont basées sur des technologies Siemens. Des petites choses remarquables de 2007, donc la fuite des Volt 7 et Volt 8, qui sont quoi, des failles finalement gardées secrètes par la CIA pour pouvoir manipuler des ordinateurs Windows. WannaCry, vous avez dû entendre parler, c'est un cheval de Troie qui a été au départ attrapé, on va dire, par son utilisateur, son premier utilisateur par un simple courrier.
Le problème de WannaCry, c'est qu'il s'est mis à chiffrer les données des ordinateurs et à se proposer d'ordinateur en ordinateur pour faire finalement 250 000 victimes dans 150 pays. Alors dans le giron français, on a Renault, Toyota, bon ça c'est japonais, Saint-Gobain. Et Saint-Gobain a dû apprendre à faire fonctionner toute sa production avec crayon papier. Ça s'appelle un plan de continuité d'activité, un PCA. Ils savent faire maintenant. Maintenant, ils savent faire. Alors, l'ensemble du système hospitalier anglais aussi a été touché par WannaCry. Il y a eu une variante le mois d'après qui s'appelait NotPetya, où au départ, les éditeurs d'antivirus pensaient être du WannaCry bis. Et en fait, la grande différence entre NotPetya et WannaCry, c'est que pour WannaCry, on demande une rançon et on obtient une clé de déchiffrement pour récupérer ces fichiers chiffrés. Pour NotPetya, il n'y a pas de possibilité de recouvrir ces fichiers. Donc c'est de la destruction en fait. Mais le temps qu'on s'en aperçoive, tout ça a été masqué. Donc ça a été déclaré comme arme de guerre par l'OTAN. En mai, on a eu droit à des piégeages de logiciels dits gratuits via les moteurs de recherche, type Google ou autres, et des liens piégés sur Facebook. Donc là, on est pareil, sur l'usage. Hein. Ça, c'est WannaCry, une cartographie de la progression de WannaCry dans le temps. Donc en bleu, on a l'accumulation des ordinateurs infectés par WannaCry, et en jaune ou en orange, on a la quantité d'ordinateurs qui se rajoutent au total. Vous remarquerez le creux, ça c'est quand il y a eu le bruit médiatique autour de WannaCry, et puis après la reprise des activités. Donc vous voyez bien que ce n'est pas un problème d'informatique, c'est un problème de est-ce qu'on s'en occupe ou est-ce qu'on ne s'en occupe pas, ou est-ce qu'on fait comme Saint-Gobain, on se met à lancer la production avec crayon papier. Alors vous inquiétez pas, c'est pas fini, puisqu'en fait, il y a techniquement ce qu'on appelle un switch. Donc ça veut dire que dans le code du virus WannaCry, il y avait un petit bouton pour éteindre. Et ce petit bouton était simplement l'existence ou non d'un domaine comme unif-repo, mais un domaine bidon acheté. Et il a suffi de bloquer ce domaine pour que tout d'un coup WannaCry ne fonctionne plus. Aujourd'hui, WannaCry existe toujours, il se propage toujours. Pourquoi est-ce qu'il se propage? Parce qu'il exploite des failles de système Windows non mis à jour. Parce qu'on trouve ça trop coûteux de mettre à jour des systèmes Windows. Le problème, ça sera qu'est-ce qui se passera quand le fameux nom DNS va revenir, le nom de domaine. Ben, vous avez X centaines de milliers de machines infectées qui, pour l'instant, ne chiffrent pas le contenu de leur disque dur, qui vont se mettre à chiffrer leur disque dur. Parce qu'on ne s'est pas occupé de ces machines. Donc la question finale est, combien est-ce que cela va-t-il coûter en fin de compte? Combien est-ce que ça aurait coûté si on s'en était occupé au départ? 2013, un cas remarquable de Yahoo qui se fait truander de 1 milliard de comptes. Donc on a une sécurité qui est en place et pourtant on se fait quand même violer 1 milliard de comptes. Que peut-on remarquer? L'absence de chiffrement. Donc ça veut dire qu'on s'est contenté de mettre 2 cloisons de plâtre, et puis si les données fuitent, ben, c'est pas grave. Deep-Root Analytics, 1,1 milliard de données des lecteurs qui fuitent à cause d'une absence de chiffrement. Alors, quand on dit directement, indirectement, identifiable, on pense à, en fait, croisement de bases de données. C'est ce qui s'est passé pour le cas de rançonnement de Apple, lorsque, en fait, le groupe Turkish Crime Family a croisé des bases de données qu'il a fini par accumuler et reconstituer un ensemble de fichiers clients. Là, vous avez un cas intéressant. C'est très mignon, mais ça fait peur parce que ça touche nos enfants. Voilà, donc on conçoit des objets qui collectent des données. On ne sait pas comment. Et en plus, ces peluches sont hackables, on peut les attaquer. Et on peut même s'amuser à diriger son enfant pour aller ouvrir la porte d'entrée, parce que la peluche lui parle. Et donc, lui propose d'aller ouvrir la porte d'entrée si on est son ami. Ça, c'est Strava. Donc, si vous faites du jogging et vous utilisez de l'équipement Strava, ça permet d'identifier, là c'est aux États-Unis, mais c'est pas mal aussi au Moyen-Orient, les bases des militaires des États-Unis.
Alors, on a la même sur Pau, en fait, et Bordeaux. Ça, c'était hier. Donc ça, c'est de la géolocalisation qui est enregistrée par Strava, avec votre consentement, bien sûr. Donc là, c'est le petit mot du... Donc vous avez le Forum international de la cybersécurité qui se tient à Lille. Il vient de finir, c'était le 22 janvier, qui est un forum très intéressant. Et en 2016, il y a eu le mot du délégué ministériel aux industries de la sécurité et la lutte contre la cybermenace, qui nous explique qu'en fait, on se projette vers on parle d'industrie 4.0, de smart city, d'impression 3D, d'intelligence artificielle, que la digitalisation du monde est en marche et constitue aux yeux de nombreux observateurs une troisième révolution, après l'invention de l'imprimerie et la révolution industrielle. La transformation qui en résultera ne pourra reposer au-delà du caractère innovant que sur des bases de sécurité et de confiance. Sécurité parce qu'on ne le bâtit pas sur du sable, et confiance parce que l'usage qui sera fait des technologies et des données qu'elles véhiculent ne doit pas être mis entre toutes les mains. Donc, security by design, sécurité pensée dès la conception, ça fait partie du RGPD. Tel est l'enjeu pour les années à venir. Voilà, donc ici, je vous fais un petit slide sur l'organisation de la sécurité des systèmes d'information en France, au niveau étatique. Très simplement, vous avez, depuis 2013, en fait, à peu près, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui dépend du secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale et directement du Premier ministre. Avant, ce service était une simple direction centrale et elle n'avait pas autorité sur l'ensemble des ministères. Là, elle a autorité sur l'ensemble des ministères et elle propose des règles à appliquer pour la protection des systèmes d'information de l'État. Elle vérifie la bonne application de ces mesures. Elle accompagne les opérateurs d'importance vitale. Alors, qu'est-ce qu'un opérateur d'importance vitale? C'est tout ce qui concourt au bon fonctionnement du pays. Donc, ça va être l'énergie, les transports, ça va être les banques, des acteurs de ce type. Forme les professionnels, qualifie des produits, donc des produits sensibles comme les cartes à puce, les lecteurs de cartes à puce, les logiciels de chiffrement, les pare-feux. Donc voilà, vous avez un lien en dessous. Sous chaque ministère, donc là j'ai pointé celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais c'est pareil pour chacun des ministères, vous avez un service du haut fonctionnaire de défense et de sécurité, celui qui va s'occuper d'appliquer les mesures Vigipirate par exemple, mais dans celui de la recherche, ça va être aussi la protection du potentiel scientifique et technique, donc tout ce qui est laboratoire de recherche. Et dans ce service, il y a le fonctionnaire de sécurité des systèmes d'information auquel chaque ministère doit rendre compte en termes d'application d'une politique de sécurité de l'État. Pour vous parler un petit peu de Cyberedu, Cyberedu est né d'un appel d'offres qu'a lancé l'ANSSI donc en 2014. Et une fois, ça a été remporté par l'Université de Loire, Bretagne-Loire et Orange Business Service, qui ont organisé en fait la production d'une mallette pédagogique, et ainsi que 5 colloques pour présenter cette mallette à des enseignants. Donc il y a eu 5 colloques de 3 jours, 125 enseignants présents. Et cette mallette pédagogique se constitue essentiellement de 4 modules. Module 1, dont je vais survoler les contenus de notions de base. Un module 2 d'hygiène informatique. Un module 3 qui est plus technique, qui est sur tout ce qui est réseau et applications. Et un module 4 que je vais survoler également sur le management de la cybersécurité. Vous avez un lien vers cette mallette pédagogique. Le module 1, donc ça c'est le plan de cours du module 1, les enjeux de la sécurité DSI, les besoins de sécurité, les notions de vulnérabilité, de menaces d'attaque, le panorama des quelques menaces, le droit des technologies d'information et de communication et l'organisation de la sécurité en France. Je vais simplement survoler la partie 1 sur ce module de base et rappeler un petit peu qu'est-ce qu'un système d'information. C'est un ensemble de ressources destinées à collecter, classifier, stocker, gérer et diffuser les informations, donc au sein d'une organisation. Et le mot-clé, c'est information. Donc, il ne faut plus qu'on parle d'informatique, il faut bien qu'on parle d'information. Et c'est aujourd'hui devenu le nerf de la guerre dans toutes les entreprises, administrations et organisations. Donc, le système d'information est un outil qui doit permettre
de faciliter les missions de ces organisations. Bien distinguer, c'est important, les processus métiers, donc ceux que vous allez exercer, ça peut être des comptables, ça peut être des commerciaux, ça peut être aussi des informaticiens qui eux-mêmes ont un métier. Et en dessous, les éléments qui permettent de réaliser ces métiers. Donc on parle d'actifs primordiaux et d'actifs supports. Les actifs supports, on va reconnaître la partie un peu informatique et matériel, réseau, logiciel, mais vous avez aussi les personnes qui elles-mêmes réalisent ces processus métiers sur des lieux qu'on appelle des sites avec une organisation. Donc la sécurité du système d'information consiste donc à assurer la sécurité de l'ensemble de ces biens. Donc la sécurité a pour objectif de réduire les risques pesant sur le système d'information et pour limiter leurs impacts sur le fonctionnement et les activités métiers des organisations. La gestion de la sécurité au sein d'un système d'information n'a pas pour objectif de vous faire obstruction, donc ce n'est pas un empêcheur de tourner en rond. Il contribue à la qualité de service que les utilisateurs sont en droit d'attendre et garantit au personnel le niveau de protection dont ils ont besoin en fait. Donc quels sont les enjeux? Vous avez en cas de défaillance de cette sécurité des impacts financiers, des impacts à l'image ou à la réputation, on en a parlé tout à l'heure, des impacts juridiques et réglementaires, vous pouvez être poursuivi, des impacts sur le fonctionnement interne, des impacts organisationnels. Évolution de l'image un petit peu du pirate, années 80-90, on voyait ça comme des bidouilleurs. De nos jours, en fait, ce sont des structures organisées. On parle de cyberdélinquance, avec des individus qui sont attirés par l'appât du gain, des activistes, des gens qui ont des motivations politiques ou religieuses, des concurrents directs à votre entreprise, des fonctionnaires d'autres États ou des mercenaires qui agissent pour des commanditaires. Alors pourquoi est-ce que les pirates s'attaquent au système d'information? Pour des gains financiers possibles. Donc ils accèdent à l'information qu'ils peuvent monétiser et revendre. Ça va être des emails, l'organisation interne de l'entreprise, des fichiers clients, des mots de passe, des numéros de compte bancaire. Pour cela, ils vont utiliser des ressources. Donc la bande passante, les espaces de stockage, donc l'hébergement de musique, de films piratés, etc. Ou des réseaux de machines infectées. Donc un virus comme WannaCry ou d'autres types de virus peuvent infecter tout un tas de machines qu'on va pouvoir piloter de concert pour réaliser des actions de malveillance sur des cibles déterminées. Donc c'est ce qu'on appelle le déni de service. Pour faire tomber un site web précis, on peut embrigader des centaines de milliers de machines et leur donner ordre de consulter ce site et par là même le faire écrouler. Ça s'appelle un déni de service. Faire des modifications de données, faire de l'espionnage industriel, concurrentiel ou étatique. Donc la nouvelle économie en cybercriminalité, vous avez maintenant différents étages d'acteurs. Vous avez des groupes spécialisés dans le développement de programmes malveillants. Il y a même des outils pour développer des programmes malveillants. Donc du génie logiciel. Vous avez des groupes en charge d'exploitation ou de commercialisation de services permettant de réaliser des attaques informatiques. Donc vous, avec votre carte bleue, vous pouvez acheter du déni de service pour faire tomber un site précis. Vous avez un ou plusieurs hébergeurs qui vont stocker des contenus malveillants. Alors soit ils sont malhonnêtes, soit eux-mêmes ont été piratés, ils ne le savent pas. C'est qu'ils contrôlent mal leur serveur. Alors, je vais encore me faire reprendre. Des groupes en charge de vente de données, pas volées mais violées, principalement des données de cartes bancaires. Mais maintenant, aujourd'hui, on parle de... Donc, vous avez vu que WannaCry, les fichiers vont être chiffrés. Si vous voulez les récupérer, on vous fait chanter. Donc, on n'a pas touché à la donnée. Enfin, on ne l'a pas touché. On ne l'a pas extorqué ou violé. Enfin, on l'a violé. Si, on l'a violé. Enfin, pas au sens volé, comme c'est dit ici, qui est mal dit ici, en fait. Voilà. Et bref, on a des intermédiaires financiers pour collecter l'argent dans des réseaux organisés sous forme de mules. Alors, ce slide a été écrit en 2014. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de Bitcoin.
hein, donc on va utiliser de la monnaie virtuelle pour se faire rétribuer. Alors là, c'est intéressant, c'est le rapport un petit peu de valeur entre la commercialisation de numéros de carte bancaire entre 2 et 10 $, la location d'un réseau de machines, comme vous disiez tout à l'heure, pour faire écrouler un site, donc un réseau dit de botnet, ça vient de robots en réseau. Robot Network, botnet, 5 $. Le prix de commercialisation d'un malware, donc on a fabriqué un tout nouveau virus qu'on va vendre sur un marché, ça va être 2 400 $. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme atteinte à la sécurité? Perte, falsification, recopie de données de personnes, d'entreprises, d'organismes, de laboratoires, d'administrations, de services régaliens de l'État, et donc on l'a dit tout à l'heure, d'opérateurs d'importance vitale en énergie, transport, eau potable. Impact financier, sur des structures comme Bercy, TV5 Monde, Renault, Saint-Gobain, on l'a vu. Impact sur la personne, diffamation, divulgation d'informations personnelles, harcèlement, usurpation d'identité. Donc ça, c'était un rapide survol de tout ce qui est initiation à la cybersécurité dans le module 1. Là, je vais faire un survol du module 4 sur la gestion de la cybersécurité au sein d'une organisation, avec 2 thématiques principales, c'est comment intégrer la sécurité dans l'organisation et comment intégrer la sécurité dans les projets. Je reprends le slide, mais là je reprécise des choses, parce qu'on parlait d'actifs primordiaux et d'actifs supports. Pour ceux qui ont vu ou qui vont voir les analyses de risque, on parle, je l'ai souligné ici, de biens essentiels et de biens supports. Donc on revoit les mêmes processus métier information, et en dessous les outils qui permettent de les réaliser avec des personnes, bien sûr. Alors, préambule, les mesures de sécurité à mettre en place dépendent de l'activité. Donc, il y a un contexte, en fait, de l'organisation, de la réglementation et des contraintes de son écosystème. Une entreprise n'a pas les mêmes besoins qu'une administration ou qu'un laboratoire. Afin d'évaluer le niveau de sécurité attendu, les questions suivantes peuvent être posées. Donc, on va voir qu'on parle toujours d'information et on ne parle pas d'informatique. Qu'est-ce que je veux protéger? De quoi je veux me protéger? À quel type de risque mon organisation est exposée? Ça peut être la concurrence. Qu'est-ce que je redoute? Quelles sont les normes qui s'appliquent à mon organisation? Alors, on peut s'inspirer des normes internationales, donc l'ISO 27000, et de guides nationaux produits par l'ANSSI, le CLUSIF, voire de politiques qui s'appliquent à l'État, mais dont on peut s'inspirer pour son entreprise, comme la politique de sécurité des systèmes d'information de l'État ou le référentiel général de sécurité. Un panorama rapide des normes. Donc, la famille ISO 27000 comprend plusieurs normes. La 27001 qui permet de définir des systèmes de management de la sécurité de l'information. Donc, comment est-ce qu'on gère cette sécurité de l'information? Un code de bonne conduite est décrit dans la 27002. La gestion des risques est décrite dans la 27005. Vous en avez une particulière qui n'est pas sur ce slide, qui est comment on protège dans le cloud les données à caractère personnel, qui est la 27018. Donc, les normes continuent à être produites au fur et à mesure dans le temps. Ici, si vous regardez cette pyramide entre l'organisationnel et l'opérationnel, vous avez l'étalement des différentes ensembles de mesures en fonction de où elles s'appliquent dans l'organisation ou l'entreprise. Vous avez tout en bas des choses assez techniques comme la sécurité physique et environnementale des salles machines, une sécurité opérationnelle des machines ou des logiciels, le chiffrement avec de la cryptographie. Au-dessus, vous allez avoir la sécurité des communications, les contrôles d'accès, comment vous faites l'acquisition ou le développement ou la maintenance de vos systèmes d'information, aussi la relation avec les fournisseurs, la gestion de la continuité d'activité. Tout au-dessus, vous voyez, en termes organisationnels, il faut avoir une politique de sécurité de l'information et il faut organiser la sécurité de l'information avec une gestion des actifs. Et vous voyez qu'il y a une relation avec une sécurité liée aux ressources humaines.
Donc vous embauchez pas n'importe qui pour faire n'importe quoi avec n'importe quelle information. Donc, on rappelle 27002. Donc le 27002 2013, c'est la version de l'année 2013, constitue un code de bonne conduite. Elle est composée de 114 mesures réparties dans 14 chapitres, donc avec différents domaines organisationnels et techniques qu'on voit dans le schéma. Donc c'est une approche globale de la sécurité des systèmes d'information. La politique de sécurité des systèmes d'information de l'État, elle, regroupe 194 exigences. Donc vous voyez qu'on peut aller au-delà des 114, on peut avoir sa propre version de PSSI adaptée à son contexte et à son organisation. L'intérêt de cette norme, en fait, c'est une démarche rigoureuse et stable dans le temps, avec l'établissement du contexte, une définition de comment on va apprécier les risques, le choix que l'on va faire pour traiter ces risques, comment est-ce qu'on apprécie, on accepte ces risques, et comment on communique, et avec quelle concertation, on va gérer ces risques des systèmes d'information. Et enfin, tout ça ne peut pas fonctionner si on ne revoit pas régulièrement ce que votre système d'information évolue. On découvre des nouvelles failles dans les systèmes qui les portent. Vous avez des nouvelles personnes qui rentrent, d'autres qui sortent. Il y a des choses que vous n'avez pas identifiées. Donc il faut surveiller, identifier les incidents, les documenter, les remonter et faire une revue des risques régulière. Alors l'avantage de cette démarche, c'est qu'elle est rationnelle, elle est souple, c'est-à-dire qu'on est capable de commencer petit, sur un petit périmètre, et on peut aller sur un périmètre plus large avec un plus grand niveau de détail. Les limites de cette gestion des risques, c'est que l'organisation doit s'approprier cette approche. Alors moi, je n'appelle pas ça une limite, je pense que c'est un prérequis que dans votre entreprise, tout le monde sache qu'il faut mettre en place une gestion des risques. Ça demande de la formation, une bonne culture de gestion de projet, et il serait bon d'avoir une cartographie de votre système d'information. Il existe des outils qui peuvent vous aider. Il y a la méthode EBIOS donc, qui est mise en ligne par l'ANSSI. Il y a même le club EBIOS pour faire évoluer la norme. Vous avez la norme, l'outil MEARI qui est un outil sous tableur. Et puis dans le cadre du RGPD, la CNIL a produit un outil d'analyse de risque qui s'appelle le PIA, qui est un logiciel qui s'installe et qui fonctionne très bien. De rien. Notion dans la méthode d'analyse de risque EBIOS, on dit qu'un risque est en fait un scénario avec un niveau donné, vous voyez les couleurs, je sais qu'il y a beaucoup d'informations, le rouge de niveau donné renvoie au bas avec gravité et vraisemblance. On va le revoir dans les slides suivants. Combinant un événement redouté, c'est le vert, avec un ou plusieurs scénarios de menace, c'est le violet. D'accord ? Le vert, c'est la partie métier, processus métier, je l'ai rappelé plusieurs fois tout à l'heure, c'est les biens essentiels. La partie violette, c'est la partie de l'informaticien. D'accord ? C'est la partie technique. Donc, biens essentiels, c'est une information ou un processus jugé comme important pour l'organisme. Un exemple, le processus de génération des offres commerciales. Le besoin de sécurité, c'est des notions extrêmement simples. C'est la notion de disponibilité, de confidentialité, d'intégrité. Je n'ai pas parlé d'informatique. L'impact, c'est quelle est la conséquence directe si un besoin de sécurité n'est pas satisfait. Par exemple, la divulgation d'une offre commerciale peut faire perdre un marché. Un événement redouté, ça peut être, donc c'est un scénario, je vais prendre tout de suite l'exemple, un journaliste parvient à obtenir le budget prévisionnel de l'organisme, jugé confidentiel, c'était le besoin de sécurité, et publie l'information dans les médias. Il est très méchant. Le bien support. Le bien support, c'est le bien technique sur lequel repose le bien essentiel. La menace, ça va être, par exemple, l'écoute passive d'un canal informatique ou de téléphonie, la modification d'un logiciel. Donc là, on est sur la partie technique. La vulnérabilité, ça va être, comme on a dit tout à l'heure, une faille dans un système qu'on n'a pas corrigé.
je vais avancer là-dessus. Voilà un petit peu la démarche de la méthode EBIOS. On a à gauche la maîtrise d'ouvrage et les métiers, à droite l'informatique. On va mettre en correspondance les biens essentiels, les processus métiers, avec quoi on les réalise d'un point de vue outil technique, avec le besoin de sécurité en disponibilité, intégrité, confidentialité. L'événement redouté, on l'a vu tout à l'heure, on va le revoir juste après, c'est ce que redoute le métier. Et le scénario de menace, c'est l'exploitation d'une faille d'un système Windows qui n'aura pas été corrigé et qui fait que cet événement redouté se réalise. Avec, il y a une vraisemblance. Est-ce que c'est possible? Ben oui, le système Windows est exposé 24 heures sur 24 sur Internet, une gravité donc, et un impact. Événements redoutés possibles, exemple d'événements redoutés, déformation ou avilissement du support de communication, le site web. La divulgation de la liste des clients et de leurs coordonnées et de leurs factures. La divulgation d'informations confidentielles. Comme scénario de Modas, vous avez comme exemple la modification, la défiguration du contenu du serveur web. La version du logiciel web était vulnérable, n'a pas été corrigée et a été attaquée par des pirates depuis Internet. On est bien sur le technique. L'accès illicite à la base de données client en exploitant, il y a une faute il y a une coquille, depuis Internet des failles connues du système de gestion de base de données utilisé. La communication d'informations confidentielles par un usage non maîtrisé d'un réseau social. Donc là, on n'est pas forcément sur l'informatique, mais on est bien sur un canal de communication. Voilà le type de scénario qu'on peut reprendre. Le bien essentiel ici pour la divulgation d'informations. Pardon, je reprends. On est sur le scénario du parti politique, donc le contenu du site du parti politique est le bien essentiel. On veut qu'il reste intègre. En fait, il a été attaqué, puisque le serveur hébergeant ce site avait une vulnérabilité, il a été attaqué et défiguré. Donc c'est le cas qu'on décrivait tout à l'heure. Donc le texte de la défiguration encourage les visiteurs des sites à voter pour le parti adverse. Les messages laissés par les attaquants comportent des critiques sur la sécurité des sites et des slogans à caractère politique. Donc ça, c'est l'impact. Compromission de la base de données de l'opérateur. Donc le bien essentiel, c'était l'information sur les clients. Il fallait qu'il reste confidentiel. La base de données a été piratée et là, le contenu a été récupéré. Cas du soldat, donc le cas d'un raid qui est divulgué sur Facebook. L'information était confidentielle, même secret défense. L'impact aurait pu atteindre, donc l'impact, c'est les vies humaines, la perte d'une bataille, l'annulation du raid. Vulnérabilité, c'est le soldat qui est en fait le bien support. La menace, c'était la divulgation. Et donc, il a été maladroit et étourdi. Ça a été sa vulnérabilité. Alors, juste pour finir, vous avez ici un outil qui vous permet de naviguer dans le référentiel du RGPD qui s'appelle DataWise. On peut rechercher la rubrique sécurité. Vous voyez qu'en bas et dans le graphique, ça renvoie vers un ensemble d'articles. Et ici, on peut faire un focus, grâce à cette recherche, sur l'article 32, sur la sécurité du traitement. Et on lit, compte tenu de l'état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, pour le droit et les libertés des personnes physiques, le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté aux risques, y compris aux autres et selon les besoins. Donc, on est bien dans l'obligation de sécuriser le système d'information qui contient des données à caractère personnel. Voilà, j'en ai fini. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet. Ça, normalement, c'est l'écran que vous allez rencontrer en arrivant au bureau un matin. Voilà, qu'on soit clair, ça va vous arriver dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, une fois que vous allez vous retrouver en entreprise. Il y a encore beaucoup de monde, beaucoup de dirigeants qui se disent on verra quand ça m'arrivera.
C'est juste une statistique, hein, ça va vous arriver. Tout à l'heure, on a entendu parler de Yahoo qui s'est fait piquer 1 milliard de comptes. Vous faites peut-être partie de ce milliard d'adresses mail. Donc un jour, ces adresses mail, elles vont vous revenir avec un virus. C'est du 100% garanti. Et vous allez vous retrouver avec ce fameux problème de ransomware. En croisant les chiffres de la Chambre de commerce et industrie, de la gendarmerie et de la DGSI, on estime que dans le Béarn, uniquement dans le Béarn, il y a à peu près deux attaques par semaine, 2 attaques réussies par semaine. Donc encore une fois, vous allez y avoir droit. Ça marche très bien, les virus changent tous les jours, c'est bien fait. Bien souvent, les gens n'appellent pas ou surtout ne savent pas réagir face à ce genre d'attaque. Ce qui se passe, c'est que vous allumez votre ordi un matin et vous vous retrouvez avec ce genre d'écran. Et quand vous allez, alors là c'est un faux, hein, ça se voit assez facilement, mais quand vous allez essayer de cliquer sur vos applis, plus rien ne fonctionnera et vous allez vous retrouver avec des dossiers renommés avec des noms bizarres. Plus rien ne sera lisible et vous allez avoir ce petit mot sympa qui vous dit merci de bien vouloir me rappeler et puis on s'arrangera pour la suite. Vous allez envoyer un mail à ce monsieur, bon là c'est noreply@gmail.com et il va vous expliquer la suite des événements. Il va vous expliquer que vous avez 72 heures en général, 72 heures pour lui envoyer 5, 10, 15 bitcoins. D'accord, on en a parlé tout à l'heure. Le bitcoin aujourd'hui, je ne saurais pas dire combien il est aujourd'hui. Combien? 2008. Voilà, 2008. Petite subtilité, la rançon elle est négociable. Enfin, si jamais vous avez besoin de payer, c'est négociable. Donc là, c'est à partir de ce moment-là que la panique commence à s'installer dans l'entreprise. Le chef d'entreprise est complètement perdu, les collaborateurs sont perdus, ne savent pas trop ce qu'il faut faire et comment le faire. Et là, il y a plusieurs réactions. J'ai eu une fois une personne qui m'a appelé le jeudi et qui m'a expliqué qu'en fait, ça faisait 4 jours qu'ils étaient vérolés depuis le lundi. Sauf que l'informaticien qui s'était pris pour un petit génie essayait de casser le code depuis le lundi. D'accord ? Pour les spécialistes, c'est de l'AES 256. Si vous arrivez à casser ça, vous pouvez tout de suite aller bosser pour la NASA. Hein. D'accord ? C'est juste pas possible. C'est inviolable. Donc ça ne se casse pas, ce code. Donc le but du jeu, les mesures préventives, on essaye d'isoler la machine, d'accord, pour pas que le virus se propage. Le virus, il va arriver par mail. Il va arriver par mail, en général le vendredi soir, ça marche bien. La veille des congés, ça marche bien aussi. Vous allez cliquer sur la fameuse pièce jointe qui dit demande de devis, qui dit voilà, qui ressemble à quelque chose de facturation, qui ressemble à quelque chose de normal. Vous allez l'ouvrir parce que vous avez pris l'habitude et puis jamais personne ne vérifie la véracité des adresses mail. Si je vous envoie une adresse mail seb.casté ou seb-casté, vous ne vérifierez jamais si ça vient vraiment de moi. Donc ça marche très très bien. J'en veux pour preuve, à la CCI, on fait une formation pour les créateurs d'entreprises. Et je leur fais une mini sensibilisation d'1 heure. Et pendant cette sensibilisation, je leur dis que je leur parle de ces virus et de ces fausses adresses mail. Et je leur dis que dans les jours qui viennent, une semaine, 10 jours, je vais leur envoyer un mail avec marqué demande de devis dessus et que ce sera un virus. Croyez-moi ou non, une fois sur 2, ils ouvrent le mail. D'accord ? Parce que quand on est créateur d'entreprise, quand on cherche du business, quand il y a marqué demande de devis, vous allez tous ouvrir le mail. D'accord ? Tout le monde se fait avoir. D'accord ? Il y a des gens qui expliquent très bien ça. Il y a des spécialistes du fonctionnement du cerveau qui se sont penchés sur cette problématique. Voilà, ça fait partie des biais, des mauvaises habitudes également qu'on a pris. Hein. Aujourd'hui, on manipule tellement l'électronique au quotidien qu'on ne fait plus attention à la sécurité. En entreprise, il faut vraiment changer ça. Tout à l'heure, il y a la formation qui a été abordée. Il faut sensibiliser les personnels, il faut former les personnels. Donc la réaction à avoir, une fois qu'on a passé le temps de panique, qu'on a hurlé autour du bâtiment pendant un quart d'heure parce qu'on ne sait plus quoi faire, on se pose un petit peu, on appelle son informaticien qui normalement doit avoir les premières bonnes réactions.
Donc on isole la machine pour empêcher que le virus continue à se propager. On l'isole du réseau, je veux dire. On laisse l'alimentation électrique, d'accord, puisque l'alimentation électrique permettra aux forensiques, à la police, à la gendarmerie de conserver la preuve, de travailler sur la preuve. Okay. Souvent, on expliquait jusqu'à il n'y a pas longtemps qu'il fallait surtout tout débrancher et isoler la machine. On l'isole du réseau et on laisse l'alimentation électrique. Et ensuite, il va se passer une chose très simple, c'est qu'on va faire une analyse de risque en 2 minutes 30. On va voir avec le chef d'entreprise quelles informations il a perdues. Et la valeur de cette information-là. Normalement, il a fait une cartographie, on en a parlé aussi, la cartographie de son système d'information. Pour l'instant, je ne l'ai jamais vu. Honnêtement, hein, quand on arrive dans une entreprise avec des arguments comme ça, on est une charge, on est une unité de coût, on n'est pas une unité de revenu. D'accord ? C'est pour ça que j'aime bien cet argumentaire sur le coût de la cyber. Il ne faut plus le calculer comme ça maintenant. D'accord ? Ça doit faire partie des charges de fonctionnement de l'entreprise. C'est plus une unité de coût. Vous êtes obligé d'investir dans la sécurité de votre système d'information. D'ailleurs, l'ANSSI préconise entre 3 et 5% du budget SI à la sécurité. Ce qui est déjà pas mal. Ça fait un peu moins que l'amende de la CNIL si vous ne respectez pas, si vous n'êtes pas en conformité RGPD, mais c'est déjà pas mal. C'est n'est pas une autorité administrative indépendante. Donc, cette analyse de risque va rapidement nous permettre de voir où est l'info et quelle info importante a disparu. Question numéro 2, où se trouve l'information? Et là, on demande au chef d'entreprise de quand date sa dernière sauvegarde. C'est à ce moment-là, en général, qu'il y a un gros blanc. Mon record, il est de 5 ans quand même. C'était en septembre 2018. La dernière sauvegarde datait de 2013. Voilà. Alors, tout le monde fait la grimace quand on le dit comme ça. On se dit, dans un amphi, on se dit, waouh, le boulet. La personne, le chef d'entreprise, était sûr de lui, sûr de sa procédure, avait mis une procédure en place avec ses collaborateurs. Il y avait une sauvegarde, vous savez, les fameuses disquettes jour pair, jour impair, tous ces trucs-là qui datent des années 80. Il était sûr de lui, et ça marchait, et il y avait une procédure. Il ne s'est jamais posé la question. Première grosse erreur, cette procédure n'a jamais été contrôlée. Encore une fois, on retombe dans un travers de facilité. Les sauvegardes, aujourd'hui, ne sont jamais contrôlées. Personne, il n'y a pas un chef d'entreprise ou un DSI qui va remonter sa sauvegarde une fois de temps en temps, tous les 6 mois, et qui va dire, tiens, en fait, on va voir si la dernière sauvegarde est intègre et conforme et fonctionne bien. Ça n'existe pas. Non, je ne veux pas dire ça. C'est très, très rare. Donc là, si on reste sur le cas de mon record de 5 ans, là, il y a eu un gros blanc. Et là, on est passé en... alors on était déjà en gestion de crise, mais gestion de catastrophe, où on va essayer de récupérer les données et où on commence à discuter avec le hacker et on lui demande comment ça se passe pour récupérer les données. Il vous explique qu'il veut des bitcoins. Alors, vous allez expliquer ça aux dirigeants ce que c'est que des bitcoins. Vous allez lui dire qu'il va falloir créer un compte, qu'il va falloir qu'il appelle son banquier pour créer un compte pour acheter des bitcoins. Voilà. Vous lui dites en même temps qu'il doit parler à ses salariés pour les rassurer. D'accord, parce que tout le monde s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose de bizarre, que l'activité était arrêtée. J'ai fait que des petites entreprises hein, dans le Béarn. C'était entre 20 et 30 personnes. D'accord. Quand vous avez 30 personnes qui toquent à la porte du dirigeant et qui demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi on ne bosse plus, ça fait bizarre. Il y a un choc émotionnel, il y a un choc psychologique qui est énorme à gérer. Là, le chef d'entreprise, le responsable, il en prend de partout. C'est très très compliqué à gérer. Donc prévenir l'assureur aussi. Aller l'expliquer qu'il est obligé d'aller porter plainte
mais que vous allez l'accompagner parce que vous savez très bien que la personne qui va le recevoir au bureau de police ou de gendarmerie, ben, il ne comprend rien à la cyber. Alors, il faut être honnête, c'est en train de changer. La gendarmerie est en train de former ses personnels, ils sont en train de leur parler de cyber, qu'est-ce que c'est qu'un ransomware, etc. Ça, c'est en train de changer. Et pendant tout ce temps-là, la boîte, elle est bloquée, hein. La boîte, elle est fermée. Le plus rapide que j'ai réussi à faire, c'est 10 jours. 10 jours sans activité. Quand vous avez dit à vos gars ben, de refaire le stock 2 fois, de refaire la peinture, de ranger le dépôt, de prendre quelques jours de congé, 10 jours, c'est très très long. D'accord ? Ça peut couler une boîte. Honnêtement, ça peut couler une boîte. Ben voilà, ensuite ben on paye la rançon et on récupère dans les 48 heures, on récupère ces données. Ça va assez vite, c'est bien fait. Y a pas mal de gens qui maintiennent que les hackers, une fois que vous avez payé, les hackers ne rendent pas la clé. Je ne suis pas d'accord. Pour l'instant, j'ai récupéré la clé à chaque fois. Il y a une bonne raison, c'est que si jamais ils ne rendent pas la clé, ils détruisent leur business model. D'accord ? Tout simplement. Si jamais ils ne rendent pas la clé, plus personne ne paiera la rançon. Donc pour l'instant, j'affirme qu'ils rendent la clé. Et il y a un petit jeu qui est assez, pas sympa, pas rigolo, mais un peu cynique. 15 jours après, 15 jours, hein, jour pour jour, 15 jours après, vous recevez un mail avec un virus dedans, signé du même hacker. Et il vous dit, je vous avais prévenu. D'accord ? Alors sur les fois où je suis intervenu, systématiquement, 15 jours après, il est revenu. Et en disant, vous n'aviez qu'à faire votre sauvegarde, je vous avais prévenu. C'est pour votre bien que je fais ça, vous auriez dû faire une sauvegarde. On va dire, telle quantité d'informations perdues. Là, en l'occurrence, il y avait 5 ans de fiches articles. Il y avait tous les fichiers clients et il y avait un autre fichier qui avait de la valeur, les prix d'achat. 3 gros fichiers qui, pour lui, avaient beaucoup de valeur. On a calculé combien de fichiers. On a calculé combien de temps ça allait prendre pour tous les ressaisir, avec le risque d'erreur de saisie. Ça se comptait en mois. On avait calculé, je crois que c'était 3 personnes sur plus de 12 mois, au SMIC. Et le risque d'erreur, ça coûtait plus cher que la rançon. Donc la décision a été prise, pour ce cas-là, de payer la rançon. L'analyse de risque, elle est là pour ça. Si c'est une rançon à 500 € ou si c'est une rançon à 50 000 €, ce ne sera pas la même... Alors qu'on soit d'accord, j'assume mon discours, hein, c'est le discours de Sébastien Castet à la Chambre de commerce et d'industrie de Pau. Si vous écoutez tous les institutionnels, ils vous diront qu'il ne faut surtout pas payer la rançon. Je suis d'accord avec eux. Il ne faut surtout pas payer la rançon. Mais quand il y a 30 personnes, 30 salariés et une boîte à faire vivre ou survivre, ben, dans la vraie vie, vous payez la rançon. Mais au niveau assurance, ça se passe comment? Ça ne se passe pas en fait. Les assurances sont en train de prendre, depuis 1 voire 2 ans, sont en train de prendre cette problématique en charge. Alors il faut faire attention avec les assurances, ils jouent un petit peu sur les mots. Si l'assureur vous rembourse l'intervention d'un cyberspécialiste pour vous faire l'audit et vous dire quel virus vous a infecté, pas la peine de payer, d'accord? Donc attention, ils sont en train il n'y en a pas beaucoup, hein. Aujourd'hui il y a 2-3 assureurs qui s'intéressent au sujet, qui deviennent de plus en plus sérieux et qui ont des clauses de plus en plus solides, mais lisez bien les clauses. Exactement. En fait, ça va être ça. Et puis les clauses vont être mises en parallèle des mesures de protection que vous aurez mis. Ils vont vous imposer des mesures. Voilà. Donc, première chose à faire, vigilance du personnel. On est d'accord que vous allez tous cliquer sur cette fameuse pièce jointe. Néanmoins, vous le ferez maintenant, vous serez un petit peu plus méfiant. Quoi qu'on vous dise, si vous faites partie des paranos qui pensent que les sociétés d'antivirus sont également les créateurs de virus, même si vous pensez ça, maintenez vos antivirus à jour, d'accord? Maintenez vos logiciels à jour. On est d'accord qu'un antivirus va vous protéger d'un virus qui a déjà été identifié il y a quelques jours, il y a plusieurs jours,
d'accord, et que c'est une mise à jour. Le virus qui a été créé la veille, il ne va pas vous en protéger. Néanmoins, il va quand même vous protéger des virus un peu plus vieux. Et ensuite, la seule solution qu'on ait aujourd'hui pour se protéger du ransomware, c'est la sauvegarde et la sauvegarde. Il n'y a que ça. D'accord, on ne sait pas faire autrement. Alors, porter plainte, oui, il faut le faire. Ça ne va pas vous aider à récupérer votre argent. On ne va pas retrouver le méchant hacker. Mais ça nous aide à maintenir des stats et des tendances sur le type d'arnaque, le type de virus, le type de technologie, les tendances géographiques ou temporelles. Allez, on en fait une deuxième qui marche bien aussi, l'arnaque au président, vite fait. On va parler d'ingénierie sociale. En fait, on va récupérer des informations sur vous, sur vos collaborateurs et sur l'entreprise. Le but du jeu étant d'entrer dans l'entreprise par un moyen plus ou moins légal et d'arriver à vous faire un virement complètement légalement. Ça marche vraiment très bien. Hein. Ouais, voilà, je l'ai mis en dessous. Une expérience locale qui était à Niort. Il y a quand même une personne dans sa boîte qui a cliqué, qui a fait un virement de 1,6 million d'euros. D'accord, en une fois. Donc 40 personnes virées, la boîte fermée. Vous imaginez. Alors, encore une fois, dans un amphi, ça fait sourire. Dans la vraie vie, ça pique. Hein. Un exemple palois qui a bien fonctionné aussi. Il y a quelqu'un qui s'était, quand je tenais ce discours, il y a quelqu'un dans la salle qui s'était offusqué, qui disait mais c'est pas normal que quelqu'un ait une autorisation de virement de 1,6 million. Ok, effectivement. Donc à combien est-ce que vous mettez votre limitation? Est-ce que c'est à 500 euros? Est-ce que votre comptable a une autorisation de faire des virements de 500 euros, de 5 000 euros, de 50 000 euros? On a eu, alors pour vous dire jusqu'où l'ingénierie sociale est poussée, il y a eu sur Pau donc un virement fait le jeudi soir de 40 000 euros, ce qui était la limite autorisée par la comptable pour faire des virements. Le virement est passé sans soulever aucun soupçon. Et le lendemain, le vendredi, à nouveau 40 000 euros. Et là, ils se sont dit, tiens, c'est bizarre quand même. 2 fois 40 000 euros. Donc celui-là a pu être identifié, alors je ne sais plus si c'est par la banque ou par le dirigeant, il a pu être stoppé. D'accord ? Sinon, il y a 80 000 euros qui s'échappaient de l'entreprise comme ça, très facilement. Le principe de base de l'arnaque au président, c'est monté entre 4 et 6 mois avant l'attaque. Le hacker va récupérer un maximum d'informations sur votre société, sur votre fonctionnement. C'est très très facile. Vous rentrez dans les boîtes aujourd'hui. Alors déjà sur Internet, vous avez énormément de choses. Vous allez sur LinkedIn, vous allez sur société.com, vous allez sur Facebook. Vous avez énormément d'infos sur le fonctionnement de l'entreprise. Ensuite, vous allez dans l'entreprise. Et là, c'est que du bonheur. Vous arrivez avec une petite veste, une cravate, une petite mallette et vous accédez à pas mal d'informations. Vous avez le tableau des congés. Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant? Dans le hall d'accueil, vous avez les déplacements. Jean-François, déplacement Maroc, prospect numéro... ça, c'était super intéressant. Vous avez les dates. Donc, vous savez que Jean-François, il est en Ukraine la deuxième semaine du mois d'août. Très bien. Donc, vous prenez quelques infos et en parallèle, vous prenez contact avec une personne que vous avez identifiée dans l'entreprise, la plus proche possible de la compta ou la plus susceptible de faire ce fameux virement. Vous mettez en place une relation intime. Là, ça devient compliqué parce qu'on touche dans l'affect. On touche à l'affect et là, il y a le côté psycho qui commence à vous remuer un petit peu. Donc, il y a cette relation de confiance qui s'installe. Vous faites passer pour un prospect, un client, un futur client, un futur fournisseur. Et le jour de l'attaque, vous rappelez cette personne et vous lui dites, voilà, je suis avec Jean-François, on est au fin fond de l'Ukraine, on va signer un gros contrat. C'est le contrat du siècle. Si jamais on ne signe pas, on perd le contrat, on est tous à la rue demain. Donc, il faut absolument faire une avance. Voilà le numéro de compte. Et là, ça marche très très bien. Vous avez, je vais dire,
peut-être pas une personne sur deux, mais pas loin, qui va faire ce virement. Vous rajoutez un petit peu, pour rester dans l'affect et dans le côté psychologique, vous rajoutez du surtout t'en parle à personne, c'est juste entre nous. Ça, on aime bien être dans le secret, ça. Ça renforce un petit peu le lien. Et ça marche bien. Et vous allez avoir un petit peu moins d'une personne sur deux qui va faire ce fameux virement. Et ensuite, c'est trop tard. Après, ça fait, vous savez, comme dans les films américains, quand on voit la carte du monde, là, ça part dans tous les sens et vous ne retrouvez plus votre argent. Financier. Ah oui, image réputation, j'en ai pas parlé. Très peu d'entreprises en parlent de ces attaques ransomware ou arnaque au président parce que on n'est pas fier en fait, on s'est fait avoir et on est persuadé que ça va avoir un impact sur l'image de l'entreprise. Ça peut avoir un impact sur l'image de l'entreprise. Aujourd'hui, on arrive à faire comprendre aux chefs d'entreprise que c'est normal de se faire attaquer, ils vont tous se faire attaquer un jour ou l'autre. Donc, il y en a de plus en plus qui témoignent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au moins dans le Béarn, on est capable d'en parler plus facilement. On les pousse un petit peu à témoigner. L'image, je ne suis pas sûr que vous perdiez un marché parce que vous avez Saint-Gobain tourne très bien. Hein. D'accord, ça marche bien pour eux. Donc, impact sur les emplois et l'activité, le chiffre d'affaires. Bon, voilà, ça c'est évident. C'est un gros problème. Plus gros impact psychologique sur la personne qui a cliqué. Qui a fait le virement. C'est bien là, non? Non, parce que je peux encore tenir. Encore un peu? La cartographie, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on en a déjà parlé longuement. Cartographie, c'est ce qui n'est jamais fait, mais c'est ce qui vous permettra d'identifier cette information sensible ou stratégique et ce qui vous permettra de la protéger ensuite. Si vous ne commencez pas par ce travail de cartographie, ce sera impossible de la protéger. C'est toujours très compliqué hein, d'identifier cette info. J'ai encore des gens qui me disent « Non, mais moi, il n'y a rien de stratégique chez moi, il n'y a rien de sensible. » C'est faux. C'est faux. Dans une entreprise, vous avez tous un savoir-faire, un savoir-être, un produit, un plan, une recette, qui a de la valeur et qui fait vivre l'entreprise. Ça peut être l'expérience d'un technicien qui est là depuis 30 ans. Ça peut être les plans de la fusée Ariane. Ça peut être votre grille tarifaire. Il y a forcément une information qui est à protéger. Si ça peut vous aider à l'identifier, cette information, demandez-vous si elle est détruite, si elle est perdue ou si elle est publiée, si elle est diffusée dans le public, elle va mettre à mal l'activité de l'entreprise. Voilà, à partir de là, si ça répond oui, c'est que si vous répondez oui à cette question, c'est que c'est une entreprise sensible et une information sensible qu'il faudra tenter de protéger. Alors, histoire de faire monter un petit peu la parano, vol, perte de données ou d'ordinateur, ça j'aime bien. On n'est pas dans James Bond, néanmoins on est au XXIe siècle et ça arrive. On n'est pas dans un monde de bisounours. On va chercher à vous piquer votre information. On va chercher à vous voler de l'information parce qu'on veut faire du business. Non. Violer. Donc ça arrive. Alors c'est pas normal, c'est illégal, hein, d'accord. Néanmoins, ça arrive. Les transports, vous avez tous vu cette fameuse photo dans le TGV ou dans le Rallye où on voit quelqu'un en train de travailler sur son ordi avec en gros marqué confidentiel sur sa présentation. Celui-là, il est bien. Les hôtels, alors le Wi-Fi j'aime beaucoup. Dites-vous qu'à chaque fois que vous utilisez votre téléphone et que vous avez un port ouvert vers l'extérieur, Wi-Fi, Bluetooth, c'est également une porte d'entrée vers votre téléphone. Alors avoir le Wi-Fi ou le Bluetooth ouvert en continu, à part pour vous pomper les batteries, je ne vois pas l'utilité. Ça marche bien parce qu'on est crédule, parce qu'on n'y est pas sensibilisé. Maintenant que vous allez voir un port USB, vous allez vous méfier. Et c'est très bien. Les salons, les conférences, le meilleur endroit pour récupérer de l'information, c'est dans un salon ou une conférence. Les gens, ils sont là pour parler de leur projet. Alors, on peut passer après, c'est bon? Ça, c'est les solutions qu'on propose. Donc, beaucoup de formation, beaucoup de sensibilisation. La partie gestion de crise. Voilà.